Bonsoir à toutes et tous. On va pouvoir commencer. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette conférence importante sur les 20 ans après le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel. Alors l'idée c'est de vous faire une petite introduction et après je laisserai la parole à mes deux brillants intervenants et je suis très heureuse qu'ils nous aient rejoints aujourd'hui pour cette conférence que je présenterai plus en détail, mais déjà vous donner quelques éléments de contexte pour cette conférence. Alors évidemment je trouve qu'elle est particulièrement importante. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'occasion de revenir sur un moment décisif pour notre démocratie, puisque c'était quand même le dernier référendum, et je dis bien le dernier référendum, sur lequel les Françaises et les Français ont pu se prononcer, puisque depuis, aucun président, et pourtant on leur a soumis l'idée à plusieurs reprises, mais aucun président ne s'est aventuré à demander au peuple son avis sur les sujets qui nous intéressent. Alors ce moment, il est politique et il est particulièrement aussi important au niveau de la gauche française. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, les questions européennes ont toujours divisé au niveau de la gauche, mais à la différence, c'est que ce vote a marqué vraiment une scission, et une scission entre quoi ? Eh bien une scission entre, d'un côté, cette mouvance néolibérale, héritier de cette social-démocratie allemande et britannique qui incarnait Hollande lors de la campagne de 2005. Et de l'autre côté, vous avez les souverainistes, ceux qui avaient à cœur de laisser à la puissance publique le rôle d'arbitre en matière économique et commerciale. Et on a pu voir à ce moment de 2005, alors je dis on a pu voir, mais moi c'est vrai que j'avais 15 ans, donc on m'a souvent demandé est-ce que vous étiez dans la campagne ? À cette époque, je n'étais pas particulièrement impliquée dans la campagne, mais effectivement, c'était un moment fort de la démocratie et c'était quelque chose dont on parlait beaucoup à la maison, mais probablement vous, dans le public, certains pourront nous faire part aussi de l'expérience qu'ils ont vécue lors de cette campagne de 2005. Alors, comme je vous le disais, effectivement, le TCE a mis en lumière la proximité idéologique entre Hollande d'un côté, mais aussi Sarkozy, puisqu'ils s'affichaient ensemble pour faire campagne, et ça a participé aussi à la fin du bipartisme. À l'époque, d'ailleurs, c'était nommé l'UMPS, donc que j'aime beaucoup comme Alors, ce moment historique a contribué aussi, donc, de notre point de vue, à créer le Parti de gauche, qui a été créé 4 ans après le référendum sur le traité constitutionnel. Et ce Parti de gauche, il se définissait comme l'autre gauche, celle qui n'a pas trahi les classes populaires, c'est celui qui incarne le vote contre au TCE. Alors, sur quoi les Français se sont prononcés en 2005 ? Il ne faut pas résumer la question du référendum en disant est-ce que c'était veut-on plus ou moins d'Europe ? C'était vraiment de quelle Europe veut-on qu'il s'agissait. Et effectivement, parce que si dès 1996 et Maastricht, on avait commencé avec une dérive néolibérale, et bien là, on entérine avec ce référendum de 2007 la dérive néolibérale de l'Union européenne en privant les États de leur levier d'action et en ouvrant à la concurrence de nombreux secteurs avec les conséquences dramatiques qu'on a pu connaître par la suite, et j'en parle notamment pour mener le combat sur l'énergie au niveau européen. C'est à partir de 2007 que nous avons les libéralisations, notamment du secteur énergétique. C'est aussi l'Europe qui accélère la concurrence entre les travailleurs, puisque vous avez ce fameux marché unique et la concurrence des travailleuses et des travailleurs au niveau européen. Donc c'est de tout ça qu'on a débattu en fait en 2007 et pas si on voulait plus ou moins d'Europe. À tout cela, à cette Europe de la concurrence, à cette Europe antidémocratique, parce qu'on mettait une superstructure qui allait dépasser les compétences étatiques, eh bien les Français se sont clairement positionnés, puisque le 29 mai 2005, à 55%, ils ont voté non à ce traité constitutionnel. Et parmi d'ailleurs ces 55%, je tiens à mentionner que 80% étaient 80% de vote non chez les ouvriers. À partir de cela, que peut-on en tirer ? Eh bien,
Et nous allons revenir évidemment en détail avec nos intervenants. Mais ce référendum, c'est une victoire populaire. Une victoire populaire d'autant plus qu'il y avait une campagne médiatique extrêmement forte en faveur du oui, dont tu reviendras, Niels, en détail. Et donc cette mobilisation populaire a permis quand même d'aboutir à une leçon d'éducation populaire et nous a permis de nous dire collectivement qu'on est capable d'obtenir de belles victoires collectives. Que s'est-il passé après le non à ce référendum ? Eh bien, ils sont passés en force. Vous connaissez l'histoire. C'était le traité de Lisbonne. Donc concrètement, c'était l'essentiel du TCE qui a été signé en 2007. C'est les élites européennes qui ont offert un nouvel habillage politique au TCE en négociant le traité de Lisbonne dans une grande opacité. Et c'est bien sûr toujours les mêmes, ceux qui trahissent. C'est-à-dire, vous avez bien les parlementaires français avec notamment le Parti socialiste en tête, qui est allé ratifier ce nouveau traité, donc le traité de Lisbonne, et donc entériner tout ce que le peuple avait dit non. C'est un débat important sur la démocratie représentative qui est toujours d'actualité puisque vous savez comme toutes et tous ici, quand on dit non, quand on a des élections, eh bien encore aujourd'hui, on ne respecte pas les résultats et je pense notamment évidemment aux élections législatives. Alors que peut-on tirer de tout ça ? Eh bien, nous allons en débattre avec nos deux intervenants que je remercie, à qui je remercie vraiment de participer à cet échange. Je vais vous les présenter. Donc Niels Solari, qui est journaliste indépendant chargé de mission à Acrimed et donc spécialiste du traitement médiatique des sujets politiques. Il interviendra notamment sur la campagne médiatique orchestrée pour imposer le oui en étouffant toute opposition critique. Et de notre côté, nous avons Marlène Rosano-Grange, qui est chercheuse en sciences politiques et qui est autrice du livre La fin de l'Europe, une histoire mondiale aux éditions Amsterdam qui devrait paraître en début d'année et qui pourra, elle, de son côté, donc intervenir sur les perspectives de ce vote fondateur, les mettre en perspective avec ce qui s'est passé au niveau de la construction de l'Union européenne et comment on a confisqué la souveraineté populaire. On arrive à la fin des amphis, c'est un peu plus. En tout cas, Niels, je te donne la parole pour commencer. Donc, dans quelle mesure, finalement, la population a souffert un véritable matraquage médiatique en faveur du oui dès la campagne de 2007, dans le cadre du débat ouvert en amont du référendum ? Est-ce que je sais que tu as beaucoup travaillé sur le sujet, il y a même un livre qui est sorti sur le sujet, donc est-ce que tu peux justement, donc, le livre qui s'appelle Médias en campagne. Et donc peux-tu nous dire exactement ce qu'il s'est passé en 2005 et comment le rôle des médias dans cette campagne sur le TCE ? Alors merci pour cette invitation, merci pour cette introduction. Alors moi je n'ai pas travaillé directement sur cet ouvrage. Hein. Cet ouvrage c'est le produit, c'est le fruit d'un travail collectif de l'association Acrimed, dont je veux dire juste rapidement quelques mots pour celles et ceux qui n'auraient pas encore le bonheur de nous connaître. Acrimed, c'est une association, c'est l'acronyme de Action Critique Média, une association loi 1901 qui aura 30 ans en 2026. Je précise qu'on a un stand au village associatif, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Petite introduction avant de revenir sur justement le contenu de cet ouvrage, sur de quelle manière les médias dominants traitent la question de l'Europe. C'est vrai que depuis 30 ans à Acrimed, on s'emploie à dénoncer ce que l'on appelle la concentration et la financiarisation. La concentration, vous pouvez la voir au travers notamment de cette carte que vous connaissez déjà peut-être, que nous réalisons en partenariat avec le Monde diplomatique et qui retrace la propriété des médias traditionnels sous l'effet justement de la propriété des grands groupes industriels, financiers, voire militaro-industriels ou des grandes fortunes. Or, force est de constater que depuis 30 ans, eh bien, cette concentration et cette financiarisation, elles ont des conséquences directes sur le pluralisme dans le débat public, ou plutôt sur l'atrophie du pluralisme dans le débat public. Cette atrophie du pluralisme, il s'illustre par un traitement médiatique biaisé, partiel et partial, des questions économiques, politiques, environnementales, et force est de constater qu'en matière de, en ce qu'il en est du traitement médiatique de la construction de l'Union européenne, eh bien, ça n'échappe pas à un tel constat.
Alors bien sûr, il serait illusoire de dire qu'on pourrait prétendre observer tout ce qui s'est écrit ou tout ce qui s'est dit sur ce sujet. Ceci dit, on a de nombreux travaux, des analyses, des articles, des statistiques qui ont permis de rendre compte du climat de cette campagne référendaire et notamment un peu du bruit médiatique. Et à nouveau, force est de constater que du traité de Maastricht jusqu'à celui de Lisbonne, en passant par le TCE, ce bruit médiatique opère en quelque sorte dans ce qu'on pourrait appeler un périmètre établi. Lequel est-ce ? Alors déjà, rappeler que le travail journalistique opère sous l'effet d'une subordination structurelle au champ politique, et que ce travail journalistique, et le discours médiatique dominant qui en résulte, à propos de l'Union européenne, il s'avère globalement aligné sur les orientations néolibérales. Ces orientations néolibérales, elles sont elles-mêmes soutenues par des élites et politiques, économiques, qui en font évidemment la promotion. Je vous donne un exemple. En 1992, donc à l'époque du traité de Maastricht, le journaliste économique Jean Boissonnat déclarait déjà à l'époque, je cite, « Ce n'est pas un hasard si la construction européenne doit plus au raisonnement des élites qu'aux impulsions des peuples. » C'était dans l'Expansion, le 3 septembre 1992. À cette époque, lors du traité de Maastricht, le CSA, donc ancêtre de l'ARCOM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait déjà dû admettre que le oui en faveur du traité de Maastricht avait déjà disposé d'un temps d'antenne très largement supérieur au non. Quelques chiffres, 40% de plus sur TF1, 53% de plus sur Antenne 2, ancêtre de France 2, et 191% de plus sur France 3. Depuis lors, la proximité... alors, tu as parlé de la proximité entre l'UMP et le PS, l'UMPS, mais nous, on pourrait aussi parler de la proximité, encore une fois, entre les élites médiatiques et politiques, avec une homogénéité idéologique qui se traduit par exemple, une surreprésentation des invités plutôt favorables au libre marché dans les programmes de débat, que ce soit dans les matinales de radio, de télévision, mais également aussi un recours aux mêmes experts, aux mêmes éditorialistes, et évidemment une instrumentalisation outrancière de la logique sondagière, des sondages. Et en parallèle, une disqualification récurrente des critiques de l'Union européenne qui sont souvent caricaturées ou réduites à des positions démagogiques, assimilées au populisme ou à l'extrémisme. Or, à cet égard, le traitement médiatique de la campagne référendaire, il est véritablement un épisode emblématique du verrouillage médiatique, et il répond à une tendance structurelle dans les médias traditionnels qui consiste à voir la construction européenne que sous l'angle d'un apparent consensus économiste ou technocratique, et qui rend effectivement difficile d'envisager cette même construction européenne sous d'autres angles, en tout cas de l'interroger sous d'autres angles, notamment des enjeux sociaux, démocratiques ou géopolitiques. Pour autant, comme ça a été rappelé par Marina Mesure, en dépit des artifices de propagande que je vais m'employer à dégager les principaux aspects, effectivement, ça s'est traduit par le non dans les scrutins. Et ce qui est important, alors non seulement d'un point de vue de la victoire populaire, mais aussi d'un point de vue de la critique des médias, c'est que cela démontre que des avancées sociales sont possibles en dépit ou plutôt malgré le débat organisé par les médias, enfin sans les médias ou malgré les médias et malgré la manière dont ils ont structuré le débat public. Alors, je vous l'ai dit, le contenu de mon intervention est à retrouver plus largement et plus en détail dans cet ouvrage Médias en campagne, qui est aujourd'hui épuisé, il date de 2005, il y a 20 ans, mais je signale que nous sommes en train de le republier chapitre par chapitre sur le site d'Acrimed et que vous pouvez le retrouver en accès libre, chapitre par chapitre en PDF. C'est le fruit, je vous l'ai dit, d'un travail collectif, de l'observation que l'on mène au sein de l'association, et également du travail qui avait été fait par des correspondants d'un journal qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelait Pour lire pas lu, que vous connaissiez peut-être, qui avait été fondé par notamment Pierre Carle. Alors, je vais m'attacher à des enfin, je sais que j'ai plus de 15 minutes, donc je vais essayer d'aller vite, mais vous montrer en fait comment, durant le référendum de 2005, les médias d'opinion ont imposé sous couvert d'équité, de prétendue pédagogie et de démocratie, à nouveau un pluralisme tronqué, une propagande masquée et un débat démocratique très largement amputé. Quelques chiffres tout d'abord. Les chiffres du CSA. Alors, qui seront évidemment contestables aussi, mais bon, ça donne déjà un point de vue. Entre le 4 et le 29 avril 2005, sur l'ensemble des chaînes généralistes de télévision, les défenseurs du oui ont disposé de 63% du temps d'antenne, contre 37% pour leurs adversaires.
Dans la période suivante, du 4 avril au 13 mai, le déséquilibre est un peu moindre. Le temps d'antenne est réparti entre 57% pour le camp du oui et 43% pour celui du non, mais ça reste un déséquilibre. L'émission Arrêt sur image, que vous connaissez peut-être, qui aujourd'hui opère sur Internet, à l'époque qui était encore sur le secteur public, sur France 5, avait comptabilisé le nombre des intervenants à la télévision. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2005, près de 70% des intervenants à la télévision se situaient dans le camp du oui. Et là, je parle des journaux télévisés, des émissions politiques et des émissions de divertissement. En avril 2005, 73% des invités des principaux JT étaient favorables au oui. Au mois de mai, ils étaient encore près de 61% et la disproportion est encore particulièrement flagrante dans certaines émissions de débat. Je pense notamment à France Europe Express, animée par Christine Ockrent. Sur TF1, selon un décompte que nous avions opéré au sein d'Acrimed, le temps de parole était de 59% pour le oui, 41% pour le non. Même chose à la radio, où là c'était le journal PLPL qui avait décompté notamment les intervenants à France Inter entre le 1er mars et le 28 avril, notamment dans l'émission Question Directe de Stéphane Paoli, avec 23 personnalités favorables au oui et seulement 4 pour le non. Entre le 7 mars et le 27 mai 2005 sur Europe 1, dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, le déséquilibre est encore pire. 45 partisans du traité constitutionnel contre seulement 12 opposants. Enfin, sur RTL, entre le 1er février et le 27 mai, Jean-Michel Apathy avait interrogé 40 dignitaires du oui contre seulement 22 défenseurs du non. Donc à l'évidence, ces chiffres-là, ce qui se permettent de montrer, c'est qu'il y a effectivement un traitement journalistique quantitativement très différent, mais ces chiffres ne disent assez peu de la question qualitative en fait aussi. Parce que ça ne prend pas en compte, ces chiffres ne reflètent pas les conditions d'expression qui sont très souvent différentes entre les intervenants, ni aussi la place occupée par d'autres acteurs qui sont très importants, très influents dans le champ médiatique aussi, que sont les experts, les éditorialistes, et qui sont pourtant omniprésents à la radio et à la télévision et qui étaient indubitablement engagés en faveur de la ratification du projet de constitution. Parmi ces intervieweurs, comment ne pas citer l'inénarrable Jean-Pierre Elkabbach, qui, par exemple, quand il s'adressait au porte-parole du Parti Socialiste, justement, François Rebsamen, qui était favorable au traité, pourquoi vous dites, je cite, « Pourquoi vous dites qu'il y a un oui pédagogique et un non démagogique ?» C'était le 11 février 2005. À Bertrand Delanoë, à nouveau, je cite, « Est-ce que la France peut vaincre ses peurs ?» le 22 mars 2005. Même chose pour Manuel Valls. Quels arguments faut-il utiliser pour convaincre que l'Europe, avec sa constitution à 25, est bonne pour les Français, qu'elle garantit l'égalité des chances et aussi leur avenir? C'était aussi le 21 mars 2005. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'inverse, au Parti Socialiste, à l'époque, Laurent Fabius avait pris position pour le non et voyez comment Elkabbach le reçoit. Je cite, « Est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites ?» Et donc Fabius était un peu excédé à l'époque et il lui répond « Mais vous êtes injurieux !» le 4 mai 2005. Ce à quoi, quelques jours plus tard, Elkabbach, dans sa neutralité journalistique qu'on lui connaît bien, déclare, il ne résiste pas à afficher ses convictions en déclarant, je cite, « Moi, je suis pour le oui, je ne devrais pas le dire, mais je suis pour le oui, mais je suis objectif. » C'était sur Europe 1 le 8 février 2005. Donc ça, c'est pour les intervieweurs. On pourrait parler également des experts. Alors, je vais aller un peu plus vite, parce qu'on est déjà à la moitié, mais les experts, ils ont aussi un rôle particulier. Je vous renvoie au film Les Nouveaux Chiens de Garde, où il y a tout un chapitre, justement, où on détaille un peu le mélange des genres, un peu, parce que souvent, ces experts, on nous les présente comme, justement, de simples universitaires, mais on ne nous dit pas, par ailleurs, qu'ils sont engagés dans des conseils d'administration de grandes banques ou de compagnies d'assurance, par exemple. Et souvent, le rôle de ces experts, c'est justement de légitimer ou de préparer le choix des gouvernants et d'avaliser les représentations dominantes, notamment quand elles vont dans le sens des réformes néolibérales. Un exemple, sur C'est dans l'air, animé par Yves Calvi sur France 5, au premier semestre, il a consacré 11 émissions à la question de l'Europe. Sur 45 invités, on comptait 18 invitations pour des journalistes, 17 pour des sondeurs, 8 pour des experts en questions européennes et enfin 2 pour des hommes politiques étrangers. J'ai parlé des intervieweurs, j'ai parlé des experts, comment ne pas parler des éditorialistes? Et là, je vous renvoie à une série de papiers qu'on avait fait notamment sur la matinale de France Culture. Alors, je sais pas, c'était il y a 20 ans, mais à l'époque, elle était animée par un certain Nicolas Demorand, peut-être que ça vous parle. Et parmi les éditorialistes, on comptait Alexandre Adler, Olivier Duhamel, Alain Gérard Slama, tous les trois très engagés en faveur du oui au référendum. Quelques morceaux choisis, notamment d'Alexandre Adler, je cite,
Je continue ma campagne éhontée pour le oui au référendum du 29 mai. Je cite encore, « Je voudrais encore convaincre nos auditeurs ici que le vote oui à la Constitution européenne s'impose. » Et lorsque paraissent les premiers sondages qui commencent à donner le non gagnant, notamment lors de la venue de Paul Aliès, qui était un opposant au traité, il déclare, enfin Alexandre Adler déclare, « Si la France se permet de voter non, eh bien très vite, d'abord ce sera la déstabilisation complète du gouvernement de gauche allemand, qui se retrouvera sans alliés, sans perspective et sans possibilité de se projeter. » 3 jours plus tard, il réitère, je cite à nouveau, « Votez non demain, je m'excuse de ce petit rappel de propagande. » Sic, c'est non seulement mettre en danger les tiercés et les bonnes sœurs, mais c'est aussi probablement ne pas arranger cette équation qui paraît elle-même bien difficile. Il faut voter oui. Et là, je ne dis rien en plus du temps d'antenne que les éditorialistes ont, puisque face à un opposant éventuel, un invité qui se déclarerait opposant au traité, comme Paul Aliès par exemple, les éditorialistes, eux, ont tout loisir de déployer leurs éditoriaux sans être coupés, là où un invité va être systématiquement interrompu par l'animateur, en l'occurrence Nicolas Demorand. Ça, c'était pour l'équité. En matière de pédagogie, comment ne pas citer aussi cette autre figure des médias traditionnels, hein, Alain Duhamel, hein, qui justement vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite, et qui déclarait en janvier 2005, je cite, « Il y a beaucoup de partisans du oui, c'est le cas de la majorité des éditorialistes. Mais c'est le propre de la majorité des élites françaises, comme au sein de tous les pays européens d'ailleurs, ce qui ne signifie pas qu'il y ait une domestication de la pensée. Ils bénéficient simplement d'une meilleure information que les autres et suivent de plus près les débats, c'est leur métier. » C'était sur le site Expression Publique, hein, janvier 2005, ça a été cité par PLPL justement. Donc ce que l'on voit par exemple avec cette citation d'Alain Duhamel, c'est que en s'attribuant le monopole de la raison, celle des dominants, nos ailés prescripteurs d'opinion s'arrogent aussi celui du monopole de la propagande, enfin plutôt de la pédagogie plutôt, sans véritablement la distinguer finalement d'une pure et simple propagande. J'entends par là que la raison des dominants s'est opposée aux passions, entre guillemets, dont serait affublé le peuple. C'est ce qu'on pouvait lire par exemple dans l'Express, hein, comme quoi, c'est l'Express qui l'écrivait le 21 mars 2005, « Le non se nourrit de la colère, le oui de la raison ». C'était également Jean-Marie Colombani, donc l'ancien directeur du Monde, qui s'exclamait sur l'antenne de France Culture, je cite, « On voit bien que les arguments du non sont des arguments simples, non à ci, non à ça, et que les arguments du oui font plus appel à la réflexion. » C'était le 26 mars 2005. Jean-Michel Thénard, à l'époque éditorialiste à Libération, tenait à peu près le même langage, je cite, « Le oui de gauche aurait fait le pari du rationnel contre le passionnel. » C'était le 19 mars 2005. Dans la presse écrite, c'est du même acabit. Le vote non est associé je cite, au trip ou à un ras-le-bol anarchique. Ça, c'est ce que déclaraient ce qu'écrivaient plutôt les dernières nouvelles d'Alsace, notamment le 11 mars 2005, ou Paris Match qui parlait également de démagogie à nouveau. J'ai plus trop de temps, donc je vous renvoie également autour de cette propagande, un article qu'on avait fait aussi sur un éditorial de Michel Fitoussi dans le magazine Elle, hein, qui n'est pas exempt non plus, tout magazine féminin qu'il soit, il n'est pas exempt aussi de relayer une propagande néolibérale. Cette pédagogie, elle, bien évidemment, elle s'accompagne aussi, donc je l'ai mentionné, je vais aller un peu plus vite, mais sur le fait qu'il y a un rythme outrancier de publication des sondages, hein, qui rythme aussi cette campagne et qui donne un peu le là, qui est un peu le comble de la pédagogie d'une certaine manière, ou de cette pédagogie assimilée plutôt à une forme de propagande. Je vais finir par l'aspect de la démocratie. La démocratie des bien-votants, bien évidemment, puisque ce qui est intéressant, c'est justement de constater aussi ce qui a opéré après cette campagne de référendaire, au soir du non et au soir du scrutin plutôt, et dans la foulée, dans les jours suivants. Ce qui est intéressant, c'est que le soir de la victoire donc du non, va s'engager lors de la soirée électorale, puis les jours suivants, une véritable lutte d'interprétation sur le sens des résultats du scrutin, et sur les leçons à en tirer pour l'avenir. Et dans cette lutte, les journalistes dominants vont poursuivre malgré tout leur grande œuvre pédagogique et en conserver le monopole, avec 2 effets: continuer d'imposer des conditions biaisées au débat démocratique,
et faire prévaloir leurs propres analyses des résultats. C'était par exemple le cas le soir du 29 mai sur France 2, où la directrice de l'information, une certaine Arlette Chabot, refuse tout simplement de laisser entrer plusieurs représentants du non de gauche que la chaîne publique avait pourtant invités, au motif, et pour cause, du fait que le plateau était déjà encombré des partisans du oui. Au matin du 30 mai, donc le lendemain du scrutin, sur France Inter, on compte 5 défenseurs du traité contre 3 opposants. Sur Europe 1, le déséquilibre est encore plus flagrant. Jean-Pierre Elkabbach reçoit 9 invités, 7 en faveur du oui, 2 en faveur du non. Dans la matinale de France Culture, on reçoit 6 oui contre un seul non. Telle est, vous l'aurez compris, la conception de l'équité et de la démocratie selon ces intervieweurs. Ça a été encore pire même à la télé, le soir du 30 mai, aussi sur France 2. À nouveau, on retrouve Arlette Chabot qui reçoit au total 8 partisans du oui contre seulement 4 pour le non. Bon, je ne vais pas continuer. Ce qui résume peut-être le mieux cette soirée, c'est cette déclaration d'Arlette Chabot qui s'exprime alors face au secrétaire général de la CGT Semino. Je cite: Didier Lerest, est-ce que vous incarnez une France un peu repliée sur elle-même, qui défend ses avantages acquis, qui n'est pas ouverte aux travailleurs étrangers, ouverte à l'Union européenne? On renvoie à ce que tu disais sur le fait qu'en fait, il n'y avait pas de débat sur la nature de la construction européenne, mais qu'en gros, les partisans du non étaient réduits à une position anti-européenne, ce qui est largement fallacieux. Autre sujet, tu l'as mentionné également, le caractère très largement socialement marqué de ce vote. Le Monde, à l'époque, le 19 juillet 2005, avait rappelé que 82,5% des électeurs de la ville bourgeoise de Neuilly avaient voté oui, et que 81,2% des électeurs de la ville ouvrière du Grand Quevilly avaient voté non. Autre exemple, 76% des personnes gagnant plus de 4 500 € par mois ont voté oui, contre 37% parmi celles qui gagnaient moins de 2 000 €. Dans ce cadre-là, comment ne pas parler de vote de classe ? Donc ce que l'on voit, c'est que ce scrutin du 29 mai, il est peut-être l'un des plus polarisés de l'histoire contemporaine, en tout cas dans les 20 dernières années. Et pourtant, sur le plateau de l'émission France Europe Express, à nouveau animée par Christine Ockrent, le politologue Pascal Perrineau, que vous connaissez peut-être, puisqu'il officie toujours, qui travaille aussi pour des instituts de sondage, s'emporte et déclare, je cite, « On nous dit les élites et le peuple. Excusez-moi, c'est un peu plus compliqué. » Et il ajoute quelques temps plus tard, « Quand on est analyste, épargnons-nous les raisonnements binaires, efforçons-nous d'être un peu plus subtils. » C'était sur France 3 le 31 mai 2005. Bref, je vais abréger un peu cet exposé, tout ça pour conclure et de dire que rarement, en tout cas à cette époque, au début des années 2000, dans ce passé récent, rarement la contestation de l'ordre médiatique dominant avait été aussi forte, et notamment qu'elle le fut à l'occasion de cette campagne référendaire. Pour autant, une fois de plus, les médias dominants, ou plutôt leurs porte-voix les plus influents, ont continué d'imposer leur arrogance face aux défenseurs des opinions qu'ils réprouvent. Et pourtant, comme on l'a dit, loin de se confondre avec le tohu-bohu orchestré par les médias traditionnels, et que j'ai tâché de vous décrire un petit peu, le débat politique s'est déployé dans la société sans eux, malgré eux, et n'a pas respecté le choix de la dite seule option politique possible. Donc, ce que l'on voit, c'est que les médias traditionnels, dans ce cadre-là, étaient sous l'effet d'un relatif échec. Et pour autant, alors, ça a été une relative victoire dans les urnes, mais ça n'est pas une victoire démocratique totale. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en dépit de cela, ces médias dominants, bien qu'ils soient désavoués, restent dominants, et que le combat politique pour les médias, pour la réappropriation démocratique des médias, reste encore à mener 20 ans après. C'est même peut-être encore pire, puisque quelque part 20 ans après, ces travers se sont accentués. Et c'est d'ailleurs ce qu'on développe dans un dernier ouvrage, Les médias contre la gauche, où l'on montre que par exemple l'autoproclamé cercle de la raison, aujourd'hui, en dépit qu'il reste à nouveau désavoué, reste dominant et continue d'invisibiliser, de disqualifier, voire d'ostraciser toute option dissidente ou contestataire. Et ça, sous l'effet de ce que nous appelons un journalisme de classe. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, peut-être
encore plus qu'il y a 20 ans, et plus que jamais, le combat pour la réappropriation démocratique des médias est un combat politique. Il faut faire de cette question des médias une politique. Comme nous ne cessons de le répéter depuis 30 ans, il ne peut y avoir de transformation écologique, politique, sociale ou économique sans se poser la question du rapport aux médias et de la manière dont ils sont structurés et dont ils structurent le débat public. Je vous remercie. Merci beaucoup Niels pour ces éléments extrêmement intéressants et assez sidérants. Comme tu le dis à juste titre, le combat pour la réappropriation des médias est un combat essentiel et en même temps c'était intéressant de voir dans le cadre de ce référendum que même si on a essayé, tenté de museler la voix du peuple, finalement dans les urnes au moment du vote, c'est une victoire populaire. Et effectivement, ça nous renvoie, nous, au même débat d'actualité, c'est-à-dire une forme de musellement de la voix du peuple et en même temps la possibilité, de la même manière, d'obtenir ces victoires populaires. Je vais laisser la parole, puisqu'après vous aurez un temps aussi d'échange avec les intervenants, mais directement la parole à Marlène Rosano-Grange, qui nous offrira son éclairage concernant les moyens justement utilisés par les institutions pour confisquer structurellement la souveraineté populaire, puisque nous avons pu le voir notamment avec le TCE en 2005, mais comment concrètement l'Union européenne continue à entraver cette souveraineté populaire pour mettre en place finalement son ordre néolibéral. Bien. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie de pouvoir parler donc, de ce sujet qui peut être parfois un peu difficile. J'ai fait ma thèse dessus et j'ai aussi milité en fait, à l'époque du plan A, plan B sur ces questions. Donc j'espère pouvoir vous apporter un éclairage intéressant. Donc, ma communication s'intitule Union européenne, pourquoi les classes populaires ne veulent pas en être. Donc, comme ça a été dit, en 2005, 55% des 70% de participants au référendum rejettent le traité constitutionnel européen. Malgré cela, en 2009, entre en vigueur le traité de Lisbonne qui reprend en réalité la majorité du contenu de ce traité. Et quelques années après, Jean-Claude Juncker, donc président de la Commission européenne en 2015, confirme en fait cette analyse d'une Union européenne qui est antidémocratique en déclarant « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Donc il y a une certaine sincérité en fait de sa part, selon laquelle effectivement l'Union européenne n'est pas démocratique, et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc je vais vous montrer pourquoi l'Union européenne est antidémocratique, d'abord d'un point de vue de la prise de décision, mais aussi d'un point de vue des intérêts économiques qu'elle représente, donc ceux du patronat et ceux du patronat transatlantique. Et dans un second temps, nous verrons les conséquences de l'Union européenne sur le paysage politique français et surtout un bilan qu'on peut d'ores et déjà retenir, c'est que la gauche pro-européenne perd sur la question européenne. Et ce que je vais essayer de montrer plus globalement, c'est que l'opposition à l'Union européenne peut être un récit structurant, un nouveau bloc historique, donc bloc historique dans le sens de Gramsci, c'est-à-dire non pas seulement la somme des différentes fractions de classes populaires, mais bien un récit qui permet d'unifier justement ces différentes classes populaires. Et j'ai montré que c'est un bloc historique qui est favorable à la France insoumise et qui fait largement écho à la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout d'abord, on va voir un peu la prise de décision et à quel point elle est antidémocratique. Et en partant pour cela du traité de Lisbonne, donc celui qui a remplacé donc, le fameux TCE. Donc si on regarde un peu les articles donc, de ce traité, on voit que les compétences exclusives, c'est-à-dire donc, les compétences sur lesquelles l'Union européenne est seule amenée à prendre des décisions, sont les suivantes. L'union douanière, la concurrence,
la politique monétaire et la politique commerciale, parmi d'autres. Donc des compétences essentiellement économiques qui intéressent les patronats. À l'inverse, si on regarde quelles sont les compétences que maintiennent les États, qu'elles soient donc seulement à leur disposition ou partagées avec l'Union européenne, il s'agit donc des compétences qui intéressent beaucoup plus les travailleurs et les classes populaires. Donc, par exemple, la politique sociale, la politique de cohésion, l'agriculture, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, etc., c'est-à-dire les services publics. Et donc on voit déjà qu'en regardant la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États, on voit que l'Union européenne s'adresse directement aux intérêts des patrons, donc on l'a mentionné, le commerce, la concurrence et la monnaie surtout, alors que les États, eux, conservent les politiques sociales. Et ce qui m'amène à dire, et là j'emprunte un concept au marxiste grec Nikos Poulantzas, qu'il y a une sélectivité structurelle à la faveur des intérêts du patronat au sein de l'Union européenne, qui est largement défavorable aux classes populaires. Et donc cette sélectivité structurelle, elle se maintient par différents mécanismes institutionnels, à commencer par la supériorité du droit européen sur le droit national. Ce qui veut dire aujourd'hui que le droit de la concurrence, essentiellement donc, les privatisations et l'austérité budgétaire, telle qu'elle est contenue dans la politique monétaire, c'est-à-dire un déficit public inférieur à 3% du PIB et une dette inférieure à 60% du PIB, ainsi qu'une inflation en dessous de 2%, donc c'est-à-dire l'austérité. On a donc ces politiques droit de la concurrence et austérité, pour le dire vite, qui priment sur les politiques sociales. Et notamment des mesures sociales, donc les services publics, qui pourraient se retrouver par exemple dans le programme de la France Insoumise. On voit aussi que le Parlement européen est la seule institution qui est élue au suffrage universel direct, et c'est une institution qui n'a presque aucun pouvoir, ou en tout cas c'est une institution qui n'a pas l'initiative législative. Et enfin, donc, la Banque centrale européenne qui condense un peu les politiques néolibérales. Les politiques néolibérales, elle est indépendante des États, c'est-à-dire que les États ne peuvent pas lui donner des recommandations. Donc on a cette sélectivité structurelle qui s'incarne à travers les institutions même de l'Europe. Et la question que je vais poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que les intérêts des travailleurs et des classes populaires en général ne se condensent pas dans l'Union européenne, ou en tout cas ne sont pas représentés dans les différentes compétences de l'Union européenne. Et donc là, je vais faire appel à un autre penseur marxiste, après Poulantzas, donc c'est Léon Trotsky, qui, donc, dans son histoire de la Révolution russe, et notamment dans son introduction, parle de développement inégal du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, en fait, il n'est pas homogène, mais il est largement hétérogène, et donc il crée des temporalités différentes dans les luttes. Et donc là, je vais prendre l'exemple de la crise de 2008, pour montrer que finalement, il n'y a pas eu de mouvement social européen qui aurait pu être coordonné et qui aurait pu viser directement la Commission européenne. Donc on voit que la crise de 2008, elle commence donc à la fin de 2008 en Allemagne, donc dans les pays riches de l'Europe. Ensuite, fin 2009, on observe au contraire une reprise de l'économie allemande et en même temps un effondrement de l'économie des pays de l'Est. Pourquoi ? Parce que les capitaux allemands sont simplement rapatriés en Allemagne. Donc on a fin 2008, pic de la crise en Allemagne, fin 2009, pic de la crise dans les pays de l'Est et fin 2010, pic de la crise dans les pays du Sud. Donc on a des mouvements sociaux qui ne sont pas donc synchronisés et qui suivent en fait ces différentes temporalités en fonction de l'économie et de la place que l'économie a dans la division européenne du travail. Mais ce n'est pas qu'une question de synchronicité, c'est aussi une question de subjectivité politique. Et donc si on regarde en fait ce qu'ont donné les différents mouvements sociaux à l'échelle européenne, on voit que dans les pays de l'Est, c'est plutôt une subjectivité à droite.
Donc, donc par exemple en Hongrie en 2010, en Pologne en 2015, alors que dans les pays du Sud, qui arrivent bien plus tard, donc en 2015, les subjectivités politiques, elles sont beaucoup plus à gauche. On a Syriza en Grèce avant la trahison, on a Podemos en Espagne, on a le Bloco au Portugal. Donc partant de là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de mouvement social européen qui arrive à se constituer pour viser les institutions européennes, étant donné que les mouvements sociaux ne sont pas synchrones et qu'ils ont en plus des subjectivités politiques différentes. Et c'est la raison pour laquelle le fameux projet d'Europe sociale n'a jamais pu aboutir en réalité. Et c'était déjà le cas dans les années 70. Voilà. Donc on a vraiment cette incapacité pour les mouvements sociaux à se traduire dans les institutions européennes. Donc ce qui veut dire que l'Europe est une autoroute pour la bourgeoisie. Mais la question c'est quel type de bourgeoisie on parle. Et donc à la différence du mouvement social européen, le patronat a très bien su s'organiser à l'échelle européenne. Il a même été largement sollicité par les institutions européennes. Et là, je vais prendre l'exemple du plus grand lobby à l'échelle européenne, qui s'appelle la Table ronde des industriels, qui a été fondée en 1983, par la Commission européenne. Donc, c'est les institutions européennes qui créent carrément en fait un lobby pour demander des conseils lors de la rédaction donc, du traité de l'acte unique européen en 1986, qui est le traité qui a entraîné le basculement de l'Europe dans l'ère néolibérale. Et donc si on regarde en fait cette table ronde des industriels européens aujourd'hui, on voit que non seulement il ne s'agit pas du secteur industriel, mais en plus qu'il ne s'agit pas d'une bourgeoisie européenne. Et donc dans ce lobby où il y a donc de nombreuses entreprises, L'Oréal, Total, Inditex, etc., on voit que 25% des investisseurs institutionnels, donc des acteurs financiers en fait, qui donnent de l'argent à ces entreprises, ces investisseurs institutionnels sont états-uniens. Donc ce qui crée déjà en fait un rapport de dépendance ou en tout cas une certaine intégration de l'industrie européenne dans la finance états-unienne. Mais donc Nikos Poulantzas, le marxiste grec que j'ai cité tout à l'heure, il a un autre indicateur qui mesure réellement l'intégration transatlantique à l'échelle de l'économie. Donc c'est les investissements directs à l'étranger qui ne cessent d'augmenter depuis déjà les années 50, mais qui s'accélèrent à partir donc, de l'acte unique européen en 86, où on voit, donc je vais vous donner un chiffre, entre 1982 et 2020, mais on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, la part des investissements directs à l'étranger, donc états-uniens, qui se dirigent vers l'Europe, elle passe de 44% à 60%. Et donc cet indicateur mesure en réalité la solidarité qu'il y a entre les différentes bourgeoisies, à la fois européennes et états-uniennes. Donc ce chiffre est colossal. Donc on a vraiment cette intégration de l'Europe, de l'Union européenne dans le capitalisme états-unien. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a aussi une solidarité politique. De l'Europe vis-à-vis des États-Unis, donc qui se traduit par évidemment le fait que de nombreux pays, la grande majorité des pays de l'Union européenne appartiennent à l'OTAN, mais aussi des positions similaires. Et donc là, on l'a vu assez récemment avec le deal qui a été conclu entre Trump et Ursula von der Leyen fin juillet, où l'Union européenne accepte les droits de douane, ils acceptent d'acheter plus d'armes aux États-Unis et plus de gaz. Donc on a vraiment cet alignement et qui se traduit évidemment aussi par un alignement sur la position états-unienne, donc de soutien au sionisme. Donc on a vu que l'Union européenne elle est antidémocratique parce qu'elle ne représente pas les intérêts des travailleurs et aussi parce que c'est muselé d'un point de vue institutionnel. Et que l'Union européenne représente, à l'inverse, les intérêts d'un patronat transatlantique. Et la question que je vais poser maintenant, ça va être quelles sont les conséquences de l'Europe sur le paysage politique français. Si on regarde les enquêtes d'opinion,
on voit que la France est le pays le plus eurosceptique avec la Grèce, avec 36% seulement de Français qui ont confiance en l'Union européenne. Voilà, donc avec la Grèce, je ne sais pas si je l'ai dit, donc avec voilà, ce qui se comprend tout à fait vu ce qui s'est passé. Et ces proportions sont bien entendu les plus élevées chez les classes populaires. Et donc un très bon indicateur, c'est évidemment le rejet du référendum en 2005. Et Marina, tu as commencé à dire que c'était 80% des ouvriers qui avaient rejeté le traité constitutionnel européen. Et il n'y a pas que les ouvriers, il y a aussi plus de 65% des employés qui le rejettent, environ 55% des professions intermédiaires. Chez les agriculteurs, on est à presque 60%, et chez les chômeurs, on est à plus de 70%. Donc là, il y a clairement un clivage de classe qui a été dit tout à l'heure. Et quand on regarde toujours les enquêtes d'opinion, on peut se demander en fait quelles sont les raisons de cet euroscepticisme. Et les enquêtés mentionnent, par exemple, le rejet du libéralisme, de la concurrence, de la mondialisation. Donc on a à 60%, les Français n'ont pas confiance dans les institutions européennes parce qu'en fait ils font l'équivalent avec la mondialisation. Et à l'inverse, les sondages européens montrent que les questions d'immigration, d'insécurité et de terrorisme, qui sont des questions évidemment portées par la droite et par l'extrême droite, elles arrivent en dernière position parmi les préoccupations des classes populaires au sein de l'Union européenne. Et on peut se demander maintenant comment est-ce que ces sondages d'opinion se traduisent dans les urnes. On voit que les classes populaires, lorsqu'elles votent, parce que des fois, bien sûr, elles s'abstiennent, le fameux 4e bloc, lorsqu'elles votent pour des partis eurosceptiques. Donc la France est un des pays où où ses citoyens votent le plus pour des partis eurosceptiques. Donc là j'ai des chiffres qui sont un peu datés, mais entre 2013 et 2018, on est entre 27 et 35%. C'est-à-dire que les classes populaires, donc qui sont donc les plus eurosceptiques, elles ne votent pas pour la gauche pro-européenne. Et d'ailleurs, la gauche pro-européenne s'est largement fracturée sur la question de l'Europe. Et là, je vais prendre un exemple un peu daté, mais qui à mon sens, est assez significatif. Donc lors des élections donc post-Maastricht, où par exemple en France il y a eu ce mouvement social en 1995, où la figure de Jospin a pu émerger, avec même à l'époque Dominique Strauss-Kahn, donc son ministre de l'économie, on a en même temps, on est en Allemagne, il y a Schröder aussi donc du SPD qui gagne les élections un peu au même moment avec son ministre de l'économie aussi Lafontaine. Donc ensemble, Jospin et Schröder avec d'autres mettent en avant le retour de l'Europe sociale. Et évidemment, comme on a pu le montrer avec des luttes qui ne sont pas synchronisées et qui ont du mal en fait à toucher les institutions européennes, en dehors d'un mouvement social, ce projet échoue encore une fois aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est à la veille de l'entrée en vigueur de l'euro, et en fait ces partis, donc le Parti socialiste et le SPD pour l'Allemagne, se plient largement aux diktats de Bruxelles et mettent en place les réformes. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils perdent les élections après. Donc on est en 2002, Jospin perd face à Chirac, et pour Schröder, il ne perd pas directement les élections, donc en 2002, il gagne de justesse, mais la CDU remonte, mais surtout il perd en 2005, après avoir mis en place les réformes Hartz, justement, qui visent à attirer encore plus de capitaux dans le cadre de l'Union européenne. Donc on voit que la gauche, quand elle est pro-européenne, elle se fracture sur cette question. Et pourquoi ? Parce qu'elle perd sa base populaire. Donc les classes populaires, lorsqu'elles votent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles votent pour des partis eurosceptiques.
Donc il y a une recomposition en réalité du paysage politique, non plus sur un axe gauche-droite, mais sur un axe pro- ou anti-Union européenne. Et les partis qui représentent la critique de l'Europe, aujourd'hui, qui est-ce qu'on a? On a la France insoumise, bien sûr, et le Rassemblement national avec des positions assez ambiguës. Et si on regarde lors des dernières élections européennes, la spécificité de la France dans le paysage européen, c'est que Macron et les Républicains, donc, qui concentrent en fait cette force de droite pro-européenne, ont perdu lors de ces élections. À la faveur de qui? À la faveur du RN. Sauf qu'en fait, ce n'est pas les classes populaires qui se sont reportées, donc il n'y a pas eu de transfert de voix du côté des classes populaires vis-à-vis du RN, mais c'est pour le coup l'électorat bourgeois, l'électorat pro-européen qui a considéré que le bloc macroniste n'était pas assez stable et qu'en fait qui s'est reporté sur l'extrême droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'extrême droite est un parti, le RN est un parti transclasse, parce qu'il attire aussi la bourgeoisie transatlantique pro-européenne. Mais ça veut dire aussi que, comme les autres, il est possible que le RN se fracture sur la question de l'Europe. Ou alors que s'il ne se fracture pas, il mettra en avant toujours plus la distinction raciale, toujours plus de racisme, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle il me semble important que la France insoumise lui conteste sa base populaire sur une opposition, donc à partir d'un récit d'opposition à l'Europe, qui est donc fidèle au plan A, plan B de l'époque, et également sur la base d'un discours évidemment antiraciste tel qu'il est représenté aujourd'hui dans la Nouvelle-France. Et donc en conclusion, donc, c'est un peu, je reprends. Ouais. En conclusion, on a vu que l'Union européenne représentait majoritairement la bourgeoisie transatlantique et qu'elle ne condensait pas les intérêts des classes populaires. On a vu aussi que la gauche a perdu sa base populaire sur la question européenne, car toute mesure sociale est incompatible avec les traités européens. On a vu aussi aux dernières élections européennes que la bourgeoisie transatlantique a choisi l'extrême droite pour sauvegarder ses intérêts européens et que par conséquent, il est possible qu'elle perde sa base populaire face à la France insoumise sur cette question. Et voilà, pour finir, il me semble important de dire que l'opposition à l'Union européenne et donc à cette bourgeoisie transatlantique est la condition d'un nouveau bloc historique, donc dans le sens de Gramsci, qui permet donc d'unir les différentes classes populaires, donc celles qui se sont opposées notamment au traité constitutionnel européen, donc les ouvriers, les employés, le salarié intermédiaire, les petites PME victimes de la mondialisation, les agriculteurs, etc., mais aussi les non-blancs qui subissent l'impérialisme des États-Unis et le racisme de l'extrême droite et de la droite. Je vous remercie. Merci beaucoup Marlène, c'était extrêmement important et intéressant ta démonstration implacable sur ce que l'Union européenne est, en ce qu'elle est antidémocratique et en ce qu'elle ne représente pas les revendications populaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement aux questions, commentaires. Est-ce que Pauline est dans le coin ou pas ? Ah, d'accord, je cherchais pour le micro. Merci. Donc on va prendre plusieurs questions et après je laisserai la parole aux deux intervenants pour vous répondre. Merci. Là, il y avait... il fonctionne normalement. Là-bas.
Merci pour votre intervention. C'est très, très intéressant. Alors, j'ai eu l'occasion lors d'une autre conférence sur le sujet de voir Anne-Cécile Robert parler du sujet. Et donc, elle parlait du fait que la méthode de l'engrelage avec tous les traités européens, ça empêchait de revenir en arrière sur les traités en question. Alors que la France insoumise, on propose notamment de revenir sur les traités européens, de réformer les traités européens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bonsoir, merci beaucoup et merci d'avoir osé aborder frontalement un sujet qui est parfois malheureusement un peu trop tabou, y compris jusqu'en dans des sphères de gauche critique, enfin moi je dirais de gauche tout court parce que tout le reste ce sont des droites honteuses, on parlait du MPS tout à l'heure. Moi j'ai une question justement sur la question du plan A et du plan B. Je pense que la formule est intéressante puisque elle fait un pari stratégique, là on parle de stratégie politique qui est assez intéressant, qui consiste à dire de toute façon nous allons appliquer notre programme, si on arrive par ce qui pour moi relèverait d'une forme de magie quand on connaît bien la machine européenne, à faire bouger à plusieurs pays tout de suite un certain nombre de choses dont acte on prend, et autrement on prépare de toute façon autre chose pour rompre et refonder comme on disait à l'époque du Front de gauche. Moi ma question elle est assez concrète, elle sera peut-être un peu technique, je vais la faire simple et courte. Dans les premières semaines, quand on aura gagné l'élection présidentielle, parce qu'on va être optimiste dans notre propos, il va falloir prendre un certain nombre de décrets, et notamment il va falloir poser la question, peut-être par voie référendaire, tout de suite, sur remettre en cause l'article 14 de la Constitution, qui est de dire que le droit européen, vous l'avez dit un petit peu, prime sur le droit national, puisqu'autrement, tous les décrets qui seront pris par un gouvernement d'union populaire seront non pas contestés tant par l'Europe, les amendes on les paye pas, c'est pas grave, mais par des tribunaux administratifs français. Et là, on risque, en interne, au sein même de la République française, d'être remis en cause dans notre politique de rupture. Voilà, c'était pour une question. Et par ailleurs, je vous remercie encore à double titre, parce qu'en tant qu'universitaire, je sais qu'il est très dur de travailler sur ces sujets et d'oser les aborder dans une perspective de gauche critique. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi j'aurais peut-être plutôt une remarque ou des témoignages ou des souvenirs du point de vue des médiatiques et du point de vue des arguments qui ont été développés. En fait, alors c'est des souvenirs un peu brouillons, mais j'avais changé d'avis. Moi, j'étais au départ pour le traité constitutionnel parce que j'étais chez les Verts et les Verts, ils étaient pour le traité constitutionnel. Et puis, j'avais été convaincue par les arguments de Mélenchon et que j'avais découvert à ce moment-là. Et c'était des arguments de raison. Et alors que tout à l'heure, monsieur a parlé les éditorialistes amenaient toujours le peuple dans l'émotion et nous dans la raison, mais en fait, ce qu'avait dit à l'époque Mélenchon, il avait pointé le fait que tous les arguments portaient toujours sur la première partie. Alors je ne sais plus, il y avait 3 parties au traité constitutionnel et tout, c'est approximatif, hein, tout portait sur la première partie qui était des grandes déclarations d'intention, etc. Et que quand on allait dans le corps des autres partis, on voyait que tous les mécanismes qui étaient mis en place contredisaient en réalité les intentions qui étaient des intentions morales, en fait. Et tous les arguments étaient des arguments moraux, ou bien politiques à la hache, du type si vous votez contre le traité constitutionnel, vous votez comme le Front National. Enfin, on s'engueulait avec les gens autour de nous à propos de ça. Et dernière chose, à l'époque, il y avait une intelligence, un peu critique qui s'était mise en place. Et il y avait notamment, pour ce que je connais, de la linguistique informatique qui avait mis en place un outil pour interroger dans le corps du texte par exemple le nombre de fois s'il y avait sécurité sociale, s'il y avait concurrence libre et non faussée. Enfin, on pouvait aller voir le contexte et quantifier. Et je suppose qu'il y a eu d'autres outils qui ont été développés. Et donc j'en tire comme enseignement pour maintenant qu'il faut, par exemple par rapport au 10 septembre ou par rapport à des tas de choses, il faut se développer nous-mêmes, surtout que il y a plein d'universités, etc., mais il n'y a pas besoin d'être universitaire pour ça, mais développer des outils critiques
mais pas complotiste, mais critique vraiment basée sur du raisonnement, enfin, et des observations. Oui, bonjour. Alors, j'avais deux questions. Bon, déjà, je me demandais comment est-ce qu'on peut essayer de changer les médias, de leur redonner une liberté sans se faire accuser de vouloir les contrôler. Et peut-être aussi au niveau de la préparation des européennes, est-ce qu'on arrivera à sortir de cette logique de l'affrontement entre deux partis, un qui serait le champion autodéclaré des eurosceptiques et l'autre, parce que je pense que ça fausse beaucoup les résultats, ça fait gonfler à la fois le RN et les macronistes, puisque souvent c'est les instituts de sondage les déclarent comme les champions de l'Union européenne et de l'euroscepticisme. Et voilà, je pense que stratégiquement il y a un problème à ce niveau-là. Merci. On va peut-être laisser les intervenants répondre, mais on fait un deuxième. On a 30 minutes, donc on a le temps de faire un deuxième tour de questions après. Pour ma part, moi, je me cantonnerai que à l'aspect média. Acrimed, c'est notre objet, donc je répondrai que sur cette partie-là. Enfin oui, effectivement, on a évoqué encore une fois cette logique. Comment on va dire les médias dominants et en tout cas ce que j'ai appelé leurs représentants les plus influents en fait ont opposé ce qu'ils prétendent être leur raison face aux passions du peuple. Cette raison étant en gros ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, le fait qu'ils n'admettent absolument pas toute autre option qui soit en dehors d'une alternance entre un libéralisme prétendu social ou un socialisme honteusement libéral. En dehors de ce périmètre, point de salut. C'est en ce sens-là que voilà, je décrivais leur prétendue raison qui s'oppose aux passions du peuple, qui serait donc éhontée et contestataire notamment. Sur la question de comment changer les médias, ça donnerait l'objet d'une conférence ou voire même d'une journée d'études en tant que telle. Je vais donc devoir résumer très rapidement. Je me permets quand même de vous renvoyer à notre site, donc www.acrimed.org, sur lequel nous avons un onglet justement où nous faisons une série de propositions qui sont pour partie, je crois, ont inspiré aussi certains des éléments du programme de la France Insoumise aussi. Mais pas que. Et donc, il y a plusieurs pistes. Votre question portait sur comment changer les médias en leur donnant de la liberté sans les contrôler. Alors, il y a énormément de chantiers et qui sont des chantiers assez colossaux et qui sont assez interdépendants les uns des autres. Toujours est-il qu'on peut en citer quelques-uns. J'ai commencé par le fait de dire que Acrimed s'emploie depuis 30 ans maintenant à dénoncer la concentration et la financiarisation. Le premier des chantiers, c'est effectivement peut-être de questionner cette concentration. Et ça, il ne s'agit pas forcément d'aller chercher bien loin. Dans la législation française, au sortir de la libération, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la libération, on avait un cadre législatif assez strict qui était celui proposé par les camarades du Conseil national de la résistance et qui proposait justement de limiter le fait que pour un média, on ait un actionnaire. Ou plutôt qu'un actionnaire ne détienne qu'un média et qu'un actionnaire majoritaire ne puisse pas détenir une pluralité de médias comme c'est le cas aujourd'hui, avec notamment... Un grand industriel breton de sinistre mémoire dont vous voyez bien que je n'ai pas besoin de le nommer, qui aujourd'hui, grâce au fait qu'il bénéficie à la fois de médias de presse écrite, de médias radio et de médias télévisés, bien cette nébuleuse de médias peut se permettre, en instrumentalisant par exemple des faits divers, une idéologie purement xénophobe, en lançant une polémique sur un des médias, le second va la commenter et le troisième va interpeller les politiques, et ça a pour effet aujourd'hui que l'ensemble du champ médiatique se sent obligé de commenter les polémiques lancées par le système Bolloré notamment. Mais Bolloré, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce qu'on en finira avec Bolloré qu'on en aura fini avec le problème démocratique de la concentration. Il faut retrouver un cadre de régulation, encore une fois. Et donc j'ai dit
un actionnaire un média, mais aussi par exemple empêcher que ce même actionnaire ait des intérêts économiques dans d'autres secteurs. Je pense notamment à un autre grand groupe de presse qui fait par exemple soit de la téléphonie mobile ou de l'accès Internet ou de la construction publique dont l'économie dépend de l'attribution de marchés publics et qui possède la plus grande chaîne, la chaîne qui a la plus grande part de marché en Europe, j'ai nommé TF1, et donc c'est un énorme levier d'influence justement pour ensuite, auprès du politique, justement peut-être pour obtenir justement des avantages économiques, notamment sur des marchés publics. La question de la concentration c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Il y a la question du contrôle, effectivement, aussi de ce qui se publie, ce qui se dit, la question de la déontologie, la question du respect des conditions de travail, puisque je vous rappelle que le journalisme, théoriquement, est un rapport salarial, mais qui est un rapport salarial qui se précarise, justement, sous l'effet de la financiarisation. Et donc, pourquoi ne pas réfléchir justement par rapport aussi à l'attribution des fréquences et tout ça, à supplanter, comme nous le proposons, l'actuel Arcom par un véritable Conseil national des médias qui inclurait notamment une représentation non pas des patrons de presse, mais des salariés journalistes qui sont eux-mêmes assez précaires, et aussi des usagers et des usagères des médias que nous sommes peu ou prou. Il y a la question aussi de pourquoi pas donner un véritable statut juridique aux rédactions, et donc par là même garantir leur véritable indépendance et ne pas permettre ainsi que quand un actionnaire majoritaire arrive et qu'il impose par sa décision le changement d'un directeur de publication, comme ça a été le cas au Journal du Dimanche, encore une fois avec Bolloré qui a imposé l'ancien directeur de Valeurs Actuelles, et ben ça prive l'autonomie intellectuelle, enfin ça prive les journalistes du contrôle de leur outil de production. C'est la question aussi par exemple du droit d'agrément aussi, encore une fois justement de la possibilité des journalistes de dire s'ils acceptent justement ce nouveau directeur éditorial ou pas, voire du droit de révocation. On en parle très peu. On avait eu ces chantiers-là avaient été plus ou moins évoqués lors des états généraux de l'information lancés par l'exécutif, et encore plus par un effort dans lequel nous sommes engagés aux côtés de beaucoup de médias indépendants et de syndicats de journalistes qui sont les états généraux pour la presse indépendante. Et donc en plus des propositions d'Acrimed, je vous invite à découvrir les 59 propositions qui ont été formulées à ce moment-là, et dont l'exécutif ne s'est absolument pas saisi. Et enfin, pour la faire courte, parce qu'il y en aurait plein d'autres à évoquer en matière de mesures, mais ça serait aussi pourquoi pas interroger le financement des médias, qui aujourd'hui, notamment dans les médias privés à vocation lucrative, repose énormément sur la publicité. Je pense tout à l'heure à la conférence précédente où Yves Citon justement évoquait la très faible taxe sur la publicité, alors qu'on pourrait justement augmenter le niveau de cette taxe et pourquoi pas réserver un certain montant issu de cette taxe, voire par exemple réformer les aides à la presse aussi et les flécher plutôt vers des médias indépendants, ce que nous appelons des médias du tiers secteur. Donc le chantier est très très vaste. Encore une fois, un chantier ne va pas sans l'autre. Mais voilà, le temps va me manquer pour véritablement développer, d'autant que c'est un chantier qui parfois est non seulement très technique, mais juridique aussi. Et si jamais une force progressiste ou sociale ou non populaire arrivait au pouvoir, évidemment, ce sont, encore une fois, je le répète, on ne pourra pas faire sans se poser la question de ce rapport aux médias. Et il faut évidemment le faire, puisque je pense notamment à ce que disait Frédéric Lordon. Parmi les deux plus grands ennemis face à une union populaire qui arrive au gouvernement, vous aurez les marchés financiers et vous aurez en face les médias. Du coup, je vais juste répondre sur la question de la réforme des traités, qui a été plusieurs interventions qui ont été un peu supposé cette question. En réalité, pour réformer les traités européens, d'un point de vue du droit, il faut l'unanimité. Et si on pense à ce que j'ai évoqué sur l'absence de synchronicité des mouvements sociaux et des partis de gauche à l'échelle européenne, il faudrait qu'on ait 27 Mélenchon élus au même moment qui veuillent réformer les traités, ce que moi je considérais être une conjoncture politique extraordinaire. Mais je pense que malheureusement, on n'en est pas là.
si on repense aux projets d'Europe sociale qui ont été mis en avant dans les années 70, puisque c'est déjà la question dont on réforme les traités, on veut des services publics à l'échelle européenne, on veut des mesures sociales, on veut une politique industrielle redistributive, etc. etc. La question de la synchronicité politique s'était posée. Donc on a Willy Brandt donc du SPD qui gagne en 69, Harold Wilson du Labour en 74 et Mitterrand en 81. Donc on voit vraiment ce décalage temporel des prises de position de la gauche, alors que c'était en réalité le moment dans les années 70 où le rapport de force nous a jamais été aussi favorable et le moment où on aurait pu espérer justement une réforme de l'Europe avec une véritable politique sociale, mais néanmoins, en fait, d'un point de vue purement matériel et purement politique, cela ne s'est jamais présenté. Voilà, et juste dire un petit mot quand même sur plan A, plan B, et sur éventuellement... voilà, on met en application le programme, et si en fait les institutions européennes ne nous suivent pas, si on ne peut pas imposer un rapport de force auprès des autres États, dans ces cas-là, on sort. À l'époque, c'était ça, il me semble. Et je pense que cette position, il ne faut pas du tout la penser comme un retour au nationalisme de droite, etc. Parce que si on regarde un peu les positions de la France insoumise, on voit qu'aujourd'hui, on est sur une lutte antiraciste très forte, une lutte contre l'islamophobie, des politiques quand même d'accueil des migrants. Et aussi tout ce qui est la politique étrangère, la solidarité avec la Palestine, avec la Kadhafi, etc. Donc qui sont des positions qui sont pas du tout de droite en réalité. Donc on pourrait imaginer une rupture. On pourrait imaginer une rupture avec les traités européens, mais une rupture de gauche justement qui permette de lutter contre l'extrême droite, contre le racisme et aussi c'est un peu ce que je défendais, de former un nouveau bloc historique des différentes classes populaires. Merci, effectivement, et je pense qu'on l'a bien rappelé aussi au moment de la campagne européenne. Il y a les choses avec lesquelles nous sommes d'accord et les choses avec lesquelles nous ne le sommes pas. Et je pensais notamment, moi je me suis engagée à la France Insoumise au moment où j'étais encore à la CGT Construction, où je menais la bataille sur le travail détaché. Le travail détaché qui était justement quelque chose qui est inscrit au cœur de l'Union européenne pour mettre en concurrence les travailleurs entre eux, pour exploiter les travailleurs au niveau de l'Union européenne, puisque c'est vraiment un système d'exploitation et de discrimination des travailleurs. Eh bien, ce qu'on disait, il y a des choses qu'on n'appliquera pas. Alors, est-ce qu'on le fait de manière concertée, c'est-à-dire est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait qu'on ne l'applique pas ? Si tout le monde est d'accord, très bien, on ne l'applique plus. Si tout le monde n'est pas d'accord, eh bien, dans ce cas, on ne l'applique plus, nous, en France. Et c'était notamment, par exemple, le travail détaché, de dire, nous, on prône l'abrogation de la directive travail détaché. Si vous voulez, tant mieux. Si vous ne voulez pas, eh bien, en France, nous n'appliquerons pas pour garantir l'égalité des droits entre les travailleurs. Donc c'est vraiment, et là, je vous donne cet exemple-là, parce que moi, ça a été un des motifs, en tout cas, de mon engagement en 2019. Et c'est de cette manière-là, en tout cas, que nous allons affronter les différentes problématiques que nous pouvons avoir avec l'Union européenne en prenant le pouvoir. Je pense pour le coup, parce que effectivement, vous savez, à chaque fois on nous rétorque que si nous n'appliquons pas telle ou telle directive européenne, nous aurons alors des sanctions conséquentes. Manon le mentionnait beaucoup au moment de l'élection européenne. En fait, dans les faits, les sanctions, ils nous en mettront pas. On n'aura pas de sanctions par rapport au fait de contrevenir aux règles européennes, tout simplement parce que nous sommes la deuxième puissance économique européenne. Et donc derrière, eh bien, si vous voulez sanctionner la deuxième puissance économique européenne, je pense que vous rentrez dans une difficulté structurelle au niveau européen. Donc on a un poids au sein de cette Union européenne, et donc nous pouvons aussi imposer un certain nombre de choses. C'est de ça, en tout cas, que nous avons parlé au moment de l'élection européenne. Mais c'est clair, en tout cas, que la bataille est importante. C'est pour ça que dans le discours hier de Jean-Luc Mélenchon, il mentionnait dès la rentrée, nous allons aussi déposer une motion de censure, et ça c'est nouveau, on n'avait pas encore à la dernière mandature, mais une motion de censure contre la commission d'Ursula von der Leyen, puisque effectivement, depuis alors la difficulté qu'on a par rapport à
à l'Assemblée nationale, c'est qu'il nous faut 72 signatures et nous sommes malheureusement que 48. Donc nous allons devoir aller chercher vers les Verts et les socialistes pour essayer d'avoir les 72 signatures nous permettant de déposer cette motion de censure et faire tomber la commission d'Ursula von der Leyen. Mais en tout cas, vous voyez que nous sommes sur tous les fronts au niveau de cette Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, parce que vous avez élu des députés qui siègent effectivement dans le seul parlement du monde qui n'a pas l'initiative législative, certes, mais qui sont des combattants et des lanceurs d'alerte. Mais effectivement, les choses changeront quand nous prendrons le pouvoir. D'abord, en France, nous le savons, mais en tout cas, nous menons aussi les combats au Parlement européen en attendant de prendre le pouvoir en France en 2027. Et je vous laisse, puisqu'il y avait plusieurs autres questions, pour laisser le temps encore aux réponses. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Moi, c'était une petite réflexion par rapport à la manière dont Marlène a chuté dans son intervention sur la question de la mobilisation contre les institutions de l'Union européenne, contre l'Union européenne, et quelle forme ça pouvait prendre. En vous écoutant, et tu évoquais von der Leyen, Marina, là, à l'instant, qui est quand même celle qui a signé en 3 jours les 800 milliards pour Trump, hein, donc notre argent, qui va financer notamment les armes et l'économie d'armement. Je pense qu'il y a aujourd'hui une bagarre, en tout cas commune, qui se profile pour les peuples d'Europe, c'est celle contre leur gouvernement, qui sont justement des gouvernements qui déversent des milliards pour la guerre, notamment en Ukraine, des gouvernements qui soutiennent le génocide à Gaza et qui livrent des armes au gouvernement complice, enfin au gouvernement de Netanyahou, aux gouvernements qui sont en train de mettre en place les budgets type Bayrou, budget d'austérité, budget de guerre, pour justement trouver les milliards, donc en sucrant les services publics et tout l'argent évidemment dont on aurait besoin. Les gouvernements qui organisent aussi la clandestinité, de centaines de milliers de femmes et d'hommes qui arrivent sur le continent européen pour fuir la guerre dans leur pays et qui sont traités comme des sous-êtres humains et mis au banc de la société. Et je pense que c'est aujourd'hui, les populations en Europe ne veulent pas de ça, ne veulent pas de la guerre, ne veulent pas de ces conditions de vie-là. Et on voit bien qu'en Europe s'organisent des mouvements de rupture politique. La France insoumise, évidemment, mais également d'autres. Moi, je suis signataire avec d'autres d'un appel européen qui appelle à un meeting contre la guerre le 5 octobre et qui propose de rassembler des forces politiques justement qui s'engagent aujourd'hui contre leur gouvernement et contre la guerre. Je pense à Podemos, je pense au PTB, là, Mark Bottenga était là aujourd'hui, je pense aux militants anglais autour de Jeremy Corbyn, de Zara Sultana, de Stop the War et bien d'autres. Et tous ces gens-là proposent de matérialiser ce combat politique, et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être une des formes qu'il peut en tout cas prendre dans les prochains mois. Voilà. Alors moi, je voulais revenir sur la question qui est posée par cette conférence. Quel bilan pour cette victoire populaire donc de 2005 D'abord, j'ai une petite question quand même. Normalement, les journalistes, en tout cas les différents médias en Europe sont censés respecter la charte de Munich. Mais je me demande si il a un jour existé une période après 71 où les signataires de la charte de Munich ont été comptables de leurs actions, à savoir que les médias français, par exemple, pour rester en France, sont aujourd'hui détenus par un grand nombre de milliardaires, peuvent, dans leur page, et c'est édifiant, la démonstration que vous avez faite au début, peuvent, par exemple, prendre position assez clairement pour par exemple, là, le oui au référendum européen, et ne jamais être comptable, en fait, des positions qu'ils peuvent prendre. Donc un jour quand même il faudrait que politiquement on se pose la question de ça, de comment des médias qui se sont engagés via la charte de Munich peuvent y contrevenir si facilement et ne jamais en fait être comptable devant personne, ni devant les citoyens devant personne. Ça c'est juste une petite remarque. Sinon, de ce qu'on peut dire, donc le bilan à tirer, c'est que finalement il y a quand même quelques réjouissances, à savoir que malgré le rouleau compresseur médiatique qui a pu s'abattre sur les partisans du non au référendum sur la Constitution européenne, finalement, le oui, le non, pardon, l'a emporté. Donc,
ça peut permettre de tirer quelques enseignements pour aujourd'hui, à savoir que sur la France insoumise, par exemple, on est face à une grande diversité dans les médias et que peut-être que, paradoxalement, ça peut nous servir pour les prochaines échéances, voilà, je dis comme ça. Et sinon, concernant là, le bilan politique, vous avez donc bien évoqué que ça a été un moment également de clarification à gauche, parce qu'on parle du coup de rupture à gauche, qu'en gros la question européenne, que ce soit à droite ou à gauche, est une question qui peut créer de la conflictualité de la rupture. Finalement, ça a permis peut-être à ce moment-là d'une certaine clarification sur de gauche, quelque part, en tout cas ce qui nous concerne, et qu'aujourd'hui le divorce est consommé, et que une gauche de rupture a pu émerger finalement, et que peut-être le bilan de ce référendum, c'est que aujourd'hui une force de gauche de rupture est peut-être en passe de l'emporter, quoi. Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Juste une question. C'est vrai que la question du non en 2005, moi, elle me touche beaucoup puisque c'est la première fois que j'ai voté. Et donc j'ai voté non. Et donc on a quand même perdu du coup, puisqu'on est aujourd'hui, on a eu la Constitution. Mais du coup, la question de la sortie de l'Union européenne, plan A, plan B, j'ai pas quand même l'impression que ce soit très clair pour moi. Il me semble qu'on est bien confiant en imaginant qu'on n'aura pas de sanctions. Moi, je pense que si on met en place le programme dans le cadre de l'Union européenne aujourd'hui, on aura vent debout toute la gouvernance européenne, et puis toutes les instances financières, etc. Si on tire un peu les leçons du Brexit, il me semble que ça s'est pas non plus très bien passé pour eux. Enfin, leur bilan est quand même, le bilan est mitigé. Est-ce que nous, on a un autre point en fait qui peut pour moi être assez important, c'est qu'on est dans l'euro. Eux n'avaient pas l'euro. Donc, est-ce que moi, je pense que la sortie de l'Union européenne, elle va sans doute être nécessaire. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, ça ne va pas être une partie de plaisir et ça risque d'être très très compliqué pour beaucoup de monde. Donc moi j'aimerais bien avoir un programme vraiment très très clair sur ça aussi, comment on va faire pour proposer une monnaie alternative, comment on va faire pour revenir en fait en arrière sur tout ça. Et voilà, je ne sais pas si c'est très clair au niveau du programme, pour moi en tout cas ça ne l'est pas trop. Voilà. Oui, sur le réarmement de l'Europe, effectivement, je pense que c'est extrêmement important ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde en fait comment est-ce que l'Union européenne elle a été présentée d'un point de vue des grands médias et aussi des partis pro-européens historiquement. Donc l'Europe à la base c'était la prospérité. Bon, ensuite, il y a eu la crise de 2008, et donc c'était un peu difficile de dire que l'Europe c'était la prospérité. Du coup, le discours qui l'a remplacé, c'était l'Europe c'est l'absence de guerre. Mais en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en plein dans le réarmement. Mais ce qui est tout à fait un mythe, parce que on sait très bien que l'Europe, elle s'est construite dans la guerre, elle s'est construite dans la guerre froide, elle s'est construite avec les États-Unis dans l'OTAN. Ils sont intervenus au Kosovo, même en Irak, la France, elle est pas intervenue au début, et puis elle est intervenue 4 mois après en ratifiant la mission au Conseil de sécurité de l'OTAN qui devait être en charge donc d'une sorte de mission de pacification en Irak. Et donc l'Europe depuis le début ça a toujours été la guerre. Mais disons qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Et c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que les médias présentent le réarmement de l'Europe. C'est-à-dire comme... je lisais la presse et donc tous les grands titres, c'était un électrochoc. On a en fait une Europe indépendante des États-Unis qui va faire contre-pouvoir aux États-Unis. Alors qu'en fait, dès le début, il me semble que Jean-Luc Mélenchon avait déjà dit que le réarmement de l'Europe consistait essentiellement à acheter plus d'armes aux États-Unis, dans la mesure où il y a encore une fois toujours cette intégration transatlantique qui
qui est très très forte, avec un alignement politique très fort de l'Europe sur les États-Unis. Donc espérer que l'Europe c'est la paix, à partir du moment où ils sont alignés sur les États-Unis, déjà on a quand même un petit souci. Voilà. J'imagine qu'il va falloir que je fasse rapide aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la charte de Munich, qui est une charte qui est non contraignante, qui renvoie à la déontologie. Effectivement, il y a des aspects qui invitent les journalistes à ne pas faire la confusion entre le journalisme et la communication, voire la propagande. Je crois que là, l'exposé de ce qui s'est passé en 2005 démontre que malheureusement, effectivement, elle n'est absolument pas respectée. La charte précise aussi que théoriquement, les actionnaires, les responsables d'édition sont censés ne pas faire pression et là, sur les journalistes eux-mêmes. Et là, ça renvoie aussi justement à tous les liens et peut-être la distinction qu'il faudrait peut-être que j'introduise aussi sur le fait que notre critique des médias n'est pas une critique anti-journaliste. Elle est une critique avant tout de l'influence de ce que nous appelons l'éditocratie, c'est-à-dire les élites médiatiques, responsables d'édition, responsables de rédaction, les actionnaires et les éditorialistes, qui effectivement exercent une influence très forte, y compris une influence idéologique, sur toute une armée de journalistes précaires en fait. Le journalisme est un rapport salarial qui se précarise et encore une fois, les journalistes ont de moins en moins de bonnes conditions de faire leur travail et ils perdent aussi de plus en plus l'autonomie intellectuelle sur leur travail. Où parfois les papiers ou les reportages sont réécrits ensuite par la direction pour se conformer à la ligne éditoriale dictée par, ou en tout cas guidé par l'actionnaire. Rappelez aussi peut-être que le journalisme n'est pas une profession réglementée, à la différence d'autres où il y a un conseil professionnel, un conseil de l'ordre, qui effectivement pourrait avoir un pouvoir de sanction. Donc tout cela renvoie encore une fois à la question de la régulation. Est-ce qu'un organe de régulation comme l'ARCOM ou le Conseil national des médias auquel nous aspirons devrait s'investir de déontologie? C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Il faudrait que la réaction vienne de la profession elle-même. Or je vous renvoie aussi à tout plein de manquements au-delà de la déontologie, au-delà de l'aspect propagandiste, mais même de la publication de fausses informations, de bidonnage. Rappelez-vous, Patrick Poivre d'Arvor et son bidonnage de la fausse interview de Fidel Castro. A-t-il été sanctionné pour autant? Jamais. Rappelez-vous l'affaire du RERD, quand l'ensemble des médias traditionnels diffusent cette information non vérifiée, et c'est triste, mais c'est l'AFP qui la propage au départ, d'une jeune fille qui prétend avoir été agressée pour des motifs antisémites et qui déclare au bout de 3 jours que finalement elle a tout inventé. On voit aussi comment l'emballement médiatique et politique a généré en fait une profonde confusion. Y a-t-il eu un quelconque mea culpa de la part de la profession journalistique? Jamais. Dernière en date, la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, où finalement le Parisien va renvoyer la faute à sa source en disant que c'est les flics qui les ont mal informés, quoi. Donc il y a une réelle réflexion aussi à mener depuis la profession, à mener aussi depuis les usagers pour réclamer une meilleure information, mais c'est aussi... Quand je parlais de réappropriation démocratique des médias, c'est aussi le combat que les journalistes, encore une fois précaires, ont à mener aussi face à leur chefferie pour gagner en indépendance et être véritablement maîtres de leur outil de production. C'est un débat qui serait assez long à mener. Merci beaucoup, il est déjà 19h. Merci beaucoup à nos intervenants. On peut rester là si jamais, mais il faut qu'on clôture cette conférence sur ce sujet extrêmement important. C'est important d'avoir pu voir quand même avec vous que les victoires populaires et plus largement la voix des peuples sont reniées par tous les moyens, par les gouvernements successifs, et que cela soit pour le référendum dont nous avons parlé dans cette conférence, que ce soit pour la victoire du NFP, que ce soit à travers les mobilisations contre la réforme des retraites. Malgré cela, il faut continuer la mobilisation parce que malgré tout, chacune de nos victoires populaires fragilise l'oligarchie au pouvoir, et c'est en ce sens que nous avons besoin d'accentuer ces mobilisations, de synchroniser aussi, je retiens le mot que tu disais sur les mouvements sociaux au niveau européen, de synchroniser ces mouvements sociaux parce qu'il y en a. Il y a eu une synchronisation de certains mouvements sociaux, je pense notamment sur les factures d'énergie, puisqu'à un moment donné, vous aviez partout en Europe des mobilisations dans la rue assez nombreuses dont personne n'a parlé, parce qu'effectivement ça, on n'en parle pas,
sur les factures d'énergie qui étaient devenues absolument insupportables pour les ménages partout en Europe. Donc il y a la possibilité de faire converger nos luttes au niveau européen et de forcer justement qu'adviennent les aspirations populaires aussi jusqu'à ces institutions européennes qui sont aujourd'hui malgré tout extrêmement problématiques et que nous allons forcer le changement dès 2027. Merci à toutes et tous.